Mais Madame Péchère, vous avez moins de 40 ans, mais bien sûr que je vais vous refaire une belle et grosse poitrine. Et je me retrouve avec une solution qui m'est déjà un peu imposée. Oui, et de manière un peu... Et de manière un peu brutale. Oui, disons-le. Voilà. Compte tenu de l'expérience maintenant personnelle que j'ai au travers de mon propre parcours, comment ne pas accompagner les femmes qui vont être diagnostiquées à ne pas subir ce que j'ai pu avoir moi. Il n'y a plus aucune sensation physique désagréable. Bien au contraire. On flotte, hein. On flotte. Ouais. On redécouvre des sensations agréables. Ce qui n'est pas le cas sur les 6 mois qui précèdent, par exemple, moi, mon baptême. Nous naissons princesses et nous devenons guerrières. Fermez les yeux. Ça vous parle ? Bonjour, je suis Delphine Rémy et je vous accueille sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Vous entendrez ici des personnes inspirantes, des médecins, des philosophes qui, j'espère, vous feront du bien. Vous entendrez aussi des femmes, comme vous, comme moi, des super princesses et hyper guerrières. Elles gèrent et elles galèrent. Comme vous, comme moi. Elles s'écroulent parfois et elles se relèvent. Waouh, quel podcast dense, intense. J'aurais presque envie de vous dire bienvenue dans ces podcasts, car il y a plein d'histoires dans l'histoire du cancer de Caroline. Je peux même pas dire que ce sont de sous-histoires, car elles sont toutes importantes et j'ai une profonde admiration pour elle. Elle a géré toutes ces épreuves dans l'épreuve avec tant de courage. Cancer du sein agressif, annoncé 1 mois avant le lockdown complet. Elle a eu droit à son mari pour la consultation d'annonce et puis plus rien. Heureusement, elle a trouvé des stratagèmes pour qu'il soit quand même à ses côtés par FaceTime, donc il attendait dans la voiture et il prenait bien note des consultations parce qu'elle nous dit qu'elle a été en état de sidération pendant 1 mois. C'est tellement important d'avoir parlé de cet état de sidération pendant l'annonce qui fait qu'on n'entend plus rien. Notre cerveau bloque après quelques minutes et on n'entend plus rien du tout. Notre tête est ailleurs. Elle a vécu le confinement de la maladie pendant que tout le monde était confiné. Finalement, ça l'arrangeait bien. Mais ce qui a été le plus dur dans cette histoire, c'est qu'elle a été séparée de sa fille, qui a une maladie génétique rare et qui a été mise à l'abri à la campagne chez ses grands-parents. Dur, mais il fallait la protéger non seulement du Covid en raison de sa maladie, mais aussi de toutes les émotions liées au cancer qui sont plus difficiles à gérer pour elle. Nous avons parlé de tant de choses pendant ce podcast. Son rôle d'aidante pour sa fille depuis qu'elle est née, et aidante de son père aussi, diagnostiqué à la naissance de sa fille d'un cancer du côlon métastasé au foie et aux poumons. Et puis, comme si c'était pas suffisant, 15 jours après son diagnostic, sa maman est aussi diagnostiquée d'un cancer du sein et elle nous dit que c'est ce qui a été finalement le plus dur pour elle, car elle n'a pas pu être à ses côtés à cause du confinement. On a parlé de reconstruction mammaire, de reconstruction à plat, de reconnaître cette reconstruction à plat comme une reconstruction à part entière, et que les femmes soient préparées avant qu'on leur enlève 1 sein ou 2. Elle a parlé de l'importance qu'on donne toutes les infos avant de perdre un sein. On a parlé du refus qu'elle a reçu d'enlever son second sein. On a parlé de son chemin de reconstruction et ce qui l'a amenée à devenir patiente partenaire et patiente partenaire formateur. Alors on dit peut-être formatrice, mais vous m'avez compris. Elle estime avoir subi son parcours de soins et elle souhaite vraiment aider les patients à devenir acteurs de leur parcours de soins, leur parcours de vie finalement. Nous avons également parlé de ses projets magnifiques et de ses activités ressources, celles qui la comblent et l'aident dans toutes ces tempêtes, celles qui lui procurent un bien-être physique et psychique. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ses activités ressources. Quel épisode poignant et plein de vie. Nous avons terminé juste à temps, juste avant que l'alarme incendie ne retentisse dans l'hôtel où nous avons enregistré le podcast. Un timing parfait, un épisode qui rebooste et donne plein d'espoir. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Caroline. Bonjour Delphine. Merci 1000 fois d'avoir accepté de venir témoigner sur le podcast dans cette petite chambre d'hôtel. J'ai l'impression que tu es un petit peu punie dans ton petit coin. Je posterai une photo sur la page du site. On est à terre. On a trouvé un petit coin de la chambre pour enregistrer.
Ben voilà, j'étais en train de me demander quand je t'ai rencontrée pour la première fois, mais c'était avant le spectacle de Caroline Le Flot. Caroline Le Flot, oui. La chauve-souris avec un T. Ouais. Et voilà, écoute, merci mille fois parce qu'on a un grand programme aujourd'hui. On va parler de plein de choses. Ben, je vais te demander d'abord de te présenter. Ok. Voilà, tu me dis ce que tu veux de toi. D'accord. Donc, je m'appelle Caroline, j'ai 42 ans, je suis mariée depuis 3 ans et maman d'une magnifique petite Charlie qui a 8 ans aujourd'hui et j'habite en région parisienne, voilà. Alors, est-ce que tu peux nous dire l'événement qui a changé ta vie? Il y en a quelle tellement, année? mais... Il y en a tellement. Oui, en si on parle de celui-là, donc il a eu lieu... Oh, tu peux parler des autres aussi, hein, mais... Non, le plus... récent, peut-être. Oui, le plus récent, c'est évidemment ce diagnostic qui tombe en février 2020, juste avant le confinement, où le coup près tombe sur un cancer du sein, HER2 triple positif, et pour lequel il faut que je subisse une mastectomie, avec derrière chimiothérapie, radiothérapie, thérapie ciblée, hormonaux pour 10 ans. Voilà, c'est vraiment l'événement qui a bouleversé ma vie. Alors, février 2020, donc tout le monde se souvient, mars 2020, confinement. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé un peu chaotiquement parce que il a fallu gérer l'ensemble des rendez-vous médicaux seul. Juste la consultation d'annonce sur laquelle j'ai pu être accompagnée de mon mari. Et puis après, le confinement a été décrété et donc chacun chez soi. Et là, ton mari n'avait même pas le droit de venir? Non, les accompagnants étaient interdits. Quelques exceptions étaient faites, mais plutôt pour des personnes qui étaient en situation de vulnérabilité et qui avaient la possibilité de se faire accompagner, mais pour le coup, moi, c'était pas le cas. Donc, on a essayé de biaiser le système. Mon mari était dans la voiture et puis je l'appelais et donc il assistait à la consultation par téléphone avec le haut-parleur, puisque sur un début de parcours de soins, chaque consultation emmène tellement d'informations que de toute façon, la patiente, elle capte les 10 premières minutes. Oui. Et donc, il me fallait vraiment une roue de secours avec mon mari parce que j'étais en blackout total par moment et je n'entendais plus ce qu'on me disait. Ça, c'est super intéressant. Et on va en reparler quand tu parles de ton parcours de patiente partenaire. Super intéressant, en fait. Hein, la consultation d'annonce où finalement... C'est vrai qu'on dit, hein, on entend les 10 premières minutes, Ouais. on entend des choses tellement différentes. Ouais. Et donc, lui était... Par téléphone. Par téléphone, en FaceTime. C'est ça, dans la voiture, incroyable. parce que derrière, du coup, il pouvait prendre des notes, et derrière, on pouvait redébriefer. Effectivement, quand on faisait ce petit débrief, j'avais pas du tout entendu la même chose que lui, parce que moi, j'étais en sidération, et lui était quand même avait un peu plus de recul pour intégrer toutes les informations qu'on était en train de me donner. Et il prenait carrément des notes, Ouais, vraiment? ouais, il était obligé parce qu'il voyait bien que sur on va dire sur le premier mois, entre le moment où je fais la mammographie et le moment où il y a les résultats de la biopsie et donc on rentre vraiment dans le dur, je suis en déconnexion totale avec ce qui se passe autour de moi. Oh, c'est fou. Donc voilà, c'est lui qui arrive. Oui, donc toi, quand même, si tu peux mettre un mot là-dessus, c'est vraiment la sidération. la sidération, ouais. Qui a duré quoi, quasi un mois? Quasi en fait. un mois, ouais. Ouais. Ouais, parce qu'on est dans l'attente des résultats. Ouais. Donc on a toujours ce maigre espoir en nous de se dire mais non, c'est moins méchant qu'il n'y paraît. Et puis bon, une fois que le protocole est lancé, on se dit ok, on rentre dedans. On est dans l'action, quoi. Voilà, c'est ça. Mais ça, ce serait chouette qu'on en reparle de nouveau dans la deuxième partie du podcast de ton expérience de patiente partenaire. Et bon, en 2 mots, les traitements lourds, ça c'est... Ouais. J'allais demander, est-ce que ça s'est passé au mieux, hein? J'ose jamais dire est-ce que ça s'est bien passé, mais... Eh ben en fait, dans mon malheur, la chimiothérapie sur les 3 premiers mois a eu lieu pendant le confinement. Donc du coup, les gens étaient enfermés chez eux. Moi, j'étais enfermée au fond de mon lit. J'étais vraiment au plus bas. Mais voilà, comme on pouvait pas sortir et tout, finalement, ça a été un mal pour un bien, puisque cette parenthèse que les gens ont vécue sur un confinement strict, bah moi, je l'ai vécue à la maison, mais en étant malade. Donc du coup, j'avais aucune envie de sortir. Ouais. Confinement de la maladie. Voilà. À part que tu avais ta petite à la maison. Alors ça, elle n'était pas à la maison parce qu'en fait, quand le diagnostic a été posé, l'opération était prévue après le 15 mars. La date du confinement a été annoncée, l'hôpital m'a appelé pour me dire on avance votre opération parce que sinon, si ce n'est pas une urgence vitale, il y a de fortes chances qu'elle soit décalée plusieurs mois plus tard. Enfin, c'est une urgence vitale quand même. Alors oui, mais pour eux, c'est toujours les termes qu'ils utilisent. Oui. Donc l'opération a été avancée début mars. On sentait, il y avait des frémissements dans les médias que ce confinement allait arriver et donc on s'est dit qu'est-ce qu'on fait avec Charlie ? Puisque la particularité de ma fille, c'est qu'elle a
une maladie génétique rare qui s'appelle le syndrome de Coffin-Siris, qui entraîne un retard global de développement avec des troubles multidis assez sévères, des troubles autistiques, du TDAH, de l'hyperactivité, etc., etc. Ce qui fait qu'une petite fille comme ça, qui doit appréhender la maladie de sa maman, plus le confinement, on s'est dit « Aïe, qu'est-ce qu'on fait ?» La décision a été très compliquée à prendre avec mon mari. On s'est concerté pendant quasiment une semaine. Et en fait, il a été décidé de l'expatrier chez mes beaux-parents en Bourgogne, puisqu'ils vivent assez loin de tout le monde. Et on s'était dit, là-bas, elle sera à l'abri, puisqu'en plus, avec cette histoire de Covid, on savait pas trop ce virus. Elle était peut-être plus à risque qu'un autre enfant, en fait. Alors, elle pouvait être à risque, effectivement, parce que comme c'est une maladie neurologique, les médecins, les pédopsychiatres et les neuropédiatres ne savaient pas, en fait, quelles conséquences ça pourrait avoir sur elle. Donc, on s'est dit, on l'enlève loin de tout, comme moi, je devais faire des allers-retours à l'hôpital et tout. Il y avait des risques que je ramène le Covid, la Covid à la maison. Donc, elle est partie. Il y a en fait une deuxième histoire dans l'histoire. En c'est fait. C'est ça. Elle est partie. Il a fallu que je m'en éloigne pendant 3 mois, ce qui était la première fois. Mais elle était peut-être plus protégée là. Elle était plus protégée là-bas. Physiquement et en plus émotionnellement. Tout à fait. Et t'arrivais à garder le contact par Alors, par on a fait FaceTime, quelques visios, ce qui était pas très simple, parce que Charlie est moins réceptive, effectivement, sur ce type de canal pour communiquer. Au bout de 2 mois, il a fallu qu'on aille la voir, parce qu'elle exprimait le besoin de nous voir, et moi, elle me manquait terriblement. Il a fallu travailler à distance le fait qu'elle comprenne la transformation physique que j'avais, puisqu'entre-temps, j'avais perdu mes cheveux, il y avait la cicatrice, etc., etc. Mais elle l'avait vu par FaceTime. Elle l'avait vu par FaceTime. Elle avait vu le bonnet. Mais là, elle allait me voir physiquement. Donc, quand je suis arrivée, d'ailleurs, la première chose qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris mon bonnet, puis elle l'a soulevé comme ça, parce qu'elle voulait être bien sûre que c'était ça. Et donc, on a été dans la salle de bain tout de suite. Et je lui ai dit, voilà. Ça, c'était 6 ans alors. Hein, donc elle avait 6 ans. Oui. C'est ça. Donc, je l'ai emmenée dans la salle de bain. J'ai enlevé le bonnet, j'ai enlevé le t-shirt. Elle a regardé, elle a touché. Et comme ça, elle a compris aussi la douleur que je pouvais avoir. Et donc, qu'il fallait pas qu'elle soit trop brute avec moi, dans la mesure du possible. J'avais acheté un livre dédié qui s'appelle « Ma maman est une pirate ». Ah oui. Qu'on a lu plein de fois, du coup, sur cette journée-là et les journées qu'on suivit, qui expliquait les changements physiques, la fatigue, mais qui expliquait surtout que derrière, l'issue est positive. À la fin, elle marche avec son mari et son enfant sur une plage. Et ça, c'était vraiment très important pour moi, pour Charlie, de lui faire comprendre qu'il y avait l'instant T, mais qu'il y avait derrière de meilleurs jours qui nous attendaient. Et ça, elle arrive à se projeter avec tout ce qu'elle a, probablement dans du positif, oui. Alors, c'est compliqué parce qu'avec ses troubles autistiques, elle a du mal à décrypter les émotions, à exprimer les siennes. Je pense qu'on a trouvé les mots suffisamment impactants pour qu'elle comprenne que c'était un instant. Et que derrière, maman allait redevenir sa petite maman, quoi. En fait, t'étais malade, mais t'étais accompagnante aussi avant, quoi. Quelque part. Quoi, oui, ce qui explique aussi le parcours dans lequel je suis aujourd'hui. C'est que j'ai été accompagnante pendant 6 ans, à partir du moment où elle est née. Et puis parce qu'en parallèle, mon papa a été diagnostiqué d'un cancer du côlon métastatique, foie et poumon. Et donc, en parallèle... D'emblée. Ouais, d'emblée. D'emblée. Et combien de temps avant toi ? 5 ans au moment de la naissance de la petite. C'est-à-dire qu'en parallèle, il a fallu qu'on gère l'errance de diagnostic de la petite et le parcours de soins de mon papa. Et ton papa est toujours là ? Mon papa est toujours là. Et d'ailleurs, il va très bien. Les derniers bilans sont excellents et donc on est super contents. Et là, il est en chimio non, il est permanente en thérapie ciblée et du coup, voilà. Ça, c'est quand même un petit message d'espoir, parce que quand on entend côlon, métastasé, foie, poumon... Oui, il y a des diagnostics qui sont très pessimistes et en fait, là, ça fait 8 ans. Donc, il peut continuer cette thérapie ciblée. C'est ça, tout à fait. Il est stabilisé, il va très bien. Là, on espace même les rendez-vous à 6 mois, donc... Caroline, ça, c'est encore un chouette message d'espoir. Ouais. Et puis... Ta maman aussi. Et alors ma maman, dans les doubles peines entre le confinement qui m'oblige à vivre ce début de parcours seul, là où ça a été très compliqué, c'est que ma maman, suite à mes examens, a été faire sa mammographie aussi du coup, et a été diagnostiquée d'un cancer du sein 15 jours après moi.
Donc, vous l'avez vécu ensemble. On l'a vécu ensemble, mais séparément, puisque... À cause du confinement, évidemment. Avec ce confinement, elle, c'est pareil. Donc, elle était suivie sur un autre hôpital. Elle est aux portes de Paris. Moi, je suis en région parisienne. Nous qui sommes très fusionnels. Hein. On a... J'allais te demander, tiens... 10-15, il peut y avoir 10-15 SMS par jour, un appel, etc., etc. On se voit très, très fréquemment, quasiment 2 à 3 fois par semaine. D'apprendre ça, déjà, pour moi, ça a été un vrai choc, parce que je savais dans quoi elle allait s'embarquer, puisque je commençais à savoir... Oui, t'avais un petit peu d'avance sur voilà, elle. Voilà. Et en fait, de savoir qu'elle aussi, elle l'a vécu seule, puisque mon papa n'a pas pu l'accompagner et tout. Enfin, ça a été... Ça, c'est je crois ce qui a été une des choses les plus compliquées à vivre sur le parcours. Ah oui, le cancer de ta maman, en fait, alors. Oui, parce qu'en fait, j'étais dans l'impossibilité de pouvoir l'aider. Mais elle aussi. Oui. Et vous avez pu échanger ça? On a pu échanger, mais... Et elle a eu aussi parcours chimio et tout ça comme toi? Non, alors heureusement, c'était beaucoup plus localisé. Donc, elle a eu une tumérectomie. Oui. Et derrière, séance de radiothérapie et hormonaux. Et hormonaux, quoi. Caroline, ça c'est... Je crois que j'ai jamais accueilli quelqu'un sur le podcast. Mais quand on me demande de me présenter quelquefois que je rajoute les couches, mais... C'est beaucoup de couches, quoi. Ouais. C'est beaucoup de couches. Et j'entends déjà... toutes les petites graines de devenir patiente partenaire. Ouais. Avant de passer à ça, tu as quand même une histoire particulière aussi de mastectomie, refus de double mastectomie. Enfin, est-ce que tu pourrais nous parler de ça? Oui. En fait, on a des tonnes de sujets importants. C'est un podcast dense. Mais... Alors en fait, la première mastectomie m'a été proposée d'emblée, sans reconstruction immédiate, puisqu'il y avait de la radiothérapie qui allait suivre. Et c'est vrai que la reconstruction d'après, de toute façon, n'avait jamais été évoqué. Il faut que je dise aussi, c'est que moi-même, je n'ai pas posé les questions sur ce moment-là parce que je suis la tête dans le guidon et que c'est pas à ça que je pense. Mais c'est vrai que le chirurgien qui m'opère à ce moment-là, en fait, n'aborde pas le sujet avec moi, ne l'anticipe pas et me laisse en fait un morceau, de la peau, un lambeau. Puisque 3 semaines... On va peut-être expliquer pour ceux qui connaissent pas vraiment. Donc, on va te vide le sein, mais voilà. T'as quand même... Et laisse une poche. J'ai envie de dire un peu effet méduse, quoi. Ouais, voilà, c'est quand ça. même dur pour les femmes, quoi. C'est ça. Mais sur le moment, je m'en rends pas compte, en fait. Hein. Mais en fait, ils ont l'impression qu'ils font une faveur parce que... C'est ça. Moi, je vois mon chirurgien, moi, c'était tout plat. Il m'a dit, j'ai laissé un tout petit peu de peau. Hein. Le chirurgien, le plasticien sera content. Donc, j'imagine que, en fait, moi, sur le moment, je m'en rends pas compte. Et c'est au rendez-vous post-op 3 semaines après où je lui dis, mais ça va rester tout le temps comme ça et tout. Il me dit, ah ben non, mais il me dit, je vous ai laissé la place là parce qu'il dit, après, je vais vous refaire une belle et grosse poitrine. Ah. D'accord. C'est lui-même qui le dit. Ah oui, parce comme que ça. ça aurait été ce chirurgien-là qui le faisait ou pas? Oui, c'était la même. Oui, il est gynéco. Je parle au masculin, mais c'est une femme. Ah, c'est étonnant en plus. Intéressant. Oui, c'est... Mais Madame Pécher, vous avez moins de 40 ans, mais bien sûr que je vais vous refaire une belle et grosse poitrine. Mais je la regarde, je dis, mais on l'a jamais évoqué. En fait, j'ai jamais... je connais même pas les méthodes de reconstruction qu'il peut y avoir. Enfin, je pense... Bon, voilà. Alors, qu'est-ce que tu pourrais justement dire maintenant, ouvertement, aux femmes par rapport à ça? C'est pour moi, dans le parcours de soins, sur les rendez-vous qui précèdent l'opération, le parcours de reconstruction, même s'il est moins important, entre guillemets, parce qu'on est là quand même pour ôter ce mal de son corps, pour moi, il faudrait, avant de rentrer dans ce protocole, un rendez-vous dédié avec la patiente pour qu'on lui explique les différentes méthodes, quels sont les livrets nécessaires avec le détail dedans, parce qu'évidemment, sur le rendez-vous, c'est compliqué d'expliquer tout ce qui se passe, puisque pendant le rendez-vous, la patiente ne peut pas prendre sa décision. Pour autant, il faut quand même anticiper les choses. Donc pour moi, le parcours c'est trop tôt, de toute façon. Oui, c'est trop tôt. C'est trop tôt. C'est trop tôt, mais ça doit être évoqué, tu trouves? Pour moi, ça doit être évoqué comme ça l'est quand on annonce qu'il va y avoir X séances de chimio, X séances de radiothérapie. Peut-être juste alors parler de la reconstruction ou... Mais toi, moi, j'ai été... En fait, avant même de perdre mon sein, j'avais déjà été voir 2... Je sais pas pourquoi. En fait, je n'arriverai même pas à te dire pourquoi. J'ai eu un espèce d'élan d'aller voir deux plasticiens. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, on n'est pas à même de payer à la sidération. Mais quand même, tu as quand même déjà pas mal d'informations, en fait, quand tu vas voir des plasticiens. Donc, toi, tu suggères aux femmes et aux médecins. Et aux médecins, surtout que ce soit pleinement intégré dans ce début de parcours. Mais
Surtout que toi, tu te retrouves avec un excédent de peau. Donc c'est moi, quand même dur à regarder. Voilà, c'est ça, parce que je ne sais pas ce que je veux faire à ce moment-là. Oui. Et je me retrouve avec une solution qui m'est déjà un peu imposée. Oui, et de manière un peu brutale. Et de manière un peu brutale. Oui, disons-le. Oui. Voilà. Donc du coup, à ce moment-là, au moment où j'entame le parcours, le protocole de chimio, je commence à m'intéresser à la reconstruction. Parce que je me dis, oui, et après, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Je regarde. Oui, mais surtout qu'on te laisse cette peau, donc j'imagine que tu te poses des questions. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et donc, je reprovoque un rendez-vous avec le chirurgien pour lui demander qu'il m'explique vraiment ses méthodes de reconstruction. Il me les explique toutes. Enfin, la chirurgienne, en fait. Hein. La chirurgienne, ouais. Il me les explique toutes. Et en fait, je réfléchis, je ressasse et je me rends compte qu'il n'y a rien qui me convient parce qu'en fait, sur chaque méthode, il va falloir toucher le sein sain qui reste, que de toute façon, je n'aurai plus la poitrine que j'avais avant, qu'il y aura des cicatrices, que ça demande potentiellement 2 à 3 chirurgies minimum. Oui, ou 6 ou 7, oui. Voilà, minimum. Pour les méthodes les plus simples, entre guillemets, par exemple avec la prothèse, ou de toute façon, on est obligé de toucher l'autre sein parce que pour la symétrisation, etc., etc. Donc je me dis, mais en fait, pourquoi m'infliger ça ? Sachant que dans le miroir, de toute façon, je n'arriverai pas à revenir à ce que j'avais avant. Donc là, je me dis, j'assume mon côté Amazon, il n'y a pas de souci. Et en fait, en regardant un peu, en cherchant, je tire le fil et je tombe sur la page Reconstruction à plat de Karine Vincent. Qui est magnifique. Qui est extraordinaire. Et en fait, je lis son plaidoyer. Oui. Et je me rends compte que... Qui est incroyable. Incroyable. Je le mettrai sur la page de ton site. Incroyable. Oui, puisqu'il y a une pétition aujourd'hui à signer pour la reconstruction à plat. C'est important de faire vivre cette cause. Et là, je me dis, mais oui, en fait, pourquoi ne pas vivre à plat ? Pourquoi est-ce qu'une femme doit être considérée avec une paire de seins, avec du volume ? Et donc, l'idée fait son chemin. Et donc, je reprovoque un rendez-vous avec la chirurgienne et je lui dis, voilà, aujourd'hui, compte tenu du contexte familial, puisque ma grand-mère avait eu un cancer du sein à 50 ans, ma mère, moi... Attends, et tu as eu la prise de sang génétique aussi ? Alors, j'avais pas encore les résultats de l'enquête. Okay. Elle était en cours. Je lui demande s'il est possible de m'enlever le second sein et de faire un fini à plat. Et alors là, je rentre dans un parcours de 4 mois où on me dit non, où on m'impose des rendez-vous, 3 rendez-vous chez le psychologue pour vraiment savoir si c'est pas une lubie ou si vraiment je suis sûre de ma décision. On refuse d'enlever le sein sain. C'est ça. Mais en France, tu connais un peu la situation ? La plupart des chirurgiens refusent, puisqu'en fait, c'est pas dans leur... Oui, on n'éradique pas la maladie, oui, en fait. Ça. On enlève un organe sain. C'est ça, tout à fait. Après, c'est du cas par cas, j'imagine. Voilà, moi, j'ai eu une mastectomie prophylactique sans avoir un cancer génétique, donc c'est vrai que c'est du cas par cas. Mais ce qui m'attriste dans mon groupe de soutien, c'est que j'ai lu plusieurs fois des femmes qui vivaient dans des frayeurs pas possibles, parce que histoire familiale et tout ça, à qui on avait refusé d'enlever un sein sain. Oui. Un sein sain. Et puis en plus, dans les résultats d'Anapat qui sont revenus, j'ai quand même un taux de 67% de le KI67. Donc je me dis en fait qu'il y a potentiellement un risque assez énorme que la maladie puisse revenir. Donc je me dis pourquoi garder ce sein, etc. Bon. Je reçois les résultats de l'enquête génétique qui sont négatifs à ce jour, en tout cas sur les gènes identifiés. Qu'on connaît, quoi. Voilà. Oui, c'est ça, peut-être dans 10 ans. Voilà, tout à fait. Donc, et l'oncogénéticienne me l'explique très bien. Elle me dit sur les gènes identifiés aujourd'hui, il n'y en a aucun qui correspond à ce que vous avez, mais potentiellement dans 10-15 ans, on peut en découvrir un nouveau. Sauf que, en fait, en juin 2021, tout s'accélère puisque sur un TEP scan de contrôle, en fait, ils se rendent compte que sur le sein gauche qu'il me restait, il y a présence d'une anomalie tumorale et donc là, ma demande pour le coup est d'emblée acceptée. Je repasse en RCP et là, ils acceptent l'opération. C'est comme si tu avais une intuition ? Je suis en train de me demander. Oui, moi j'étais vraiment persuadée qu'il allait se passer quelque chose et que j'avais besoin d'enlever ça pour... quelque part... pour avancer. Quelque part, ils l'ont pris à temps, en fait. Oui. C'était un début de... Ouais. Donc, oui, parce qu'après les résultats de l'Anapat, en fait. Voilà, c'est revenu, c'était malin. Oui. Oh, c'est fou. Et donc là, on accepte. Là, on accepte, mais demi-victoire. Demi-victoire, parce que quand on m'enlève le bandage après l'opération,
le côté gauche a un fini plat. Ok. Mais côté droit, ils n'ont pas repris la cicatrice. Alors que tu l'avais demandé. Alors que je l'avais demandé. Et alors que c'était prévu avant l'opération. Alors que elle n'avait pas complètement accepté, mais elle avait dit qu'elle verrait en fonction de comment ça se passe. Mais donc ça n'a pas été repris. Là, Caroline, je peux pas te cacher mon étonnement parce que si tu demandes d'avoir une reconstruction à plat, pourquoi est-ce qu'elle... Et en plus, vous vous êtes mis d'accord là-dessus. On s'est mis d'accord, mais je n'avais pas l'adhésion totale de la chirurgienne. Bon, ben là, il me semble qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Voilà. Comment tu expliques ça ? Parce qu'aujourd'hui, je me rends bien compte et je le vois en conversant avec d'autres sœurs de combat. Je vais te raconter l'anecdote qui est arrivée à une amie qui a été consulter son chirurgien pour évoquer sa reconstruction. Ça fait écho avec ce que je suis en train de te dire sur la sensibilité aussi du chirurgien qui prend trop en compte son avis personnel avant l'avis de ses patientes. Ah oui. Et donc, elle explique qu'elle vient là pour se faire reconstruire puisqu'elle a un sein en moins. Ah oui, donc elle vient dans cette démarche. Elle vient dans cette démarche. Et lui dit, mais... Donc, elle a moins de 40 ans, hein, c'est une jeune femme. Je ne sous-entends pas que les plus de 40 ans sont des vieilles. Merci, Caroline. Et donc, elle lui explique ça et il lui répond, mais madame, pourquoi est-ce que je vous reconstruirais puisque vous êtes tellement... Enfin, vous êtes belle comme ça en Amazon. Mais en fait, c'est hyper violent pour elle. Ouais, alors, à contrario, tu vois, c'est fou, hein, comme quoi... Alors moi, le 3e chirurgien que je suis allée voir, il m'a fait toute la présentation avec toutes ces reconstructions qu'il avait faites. Et puis la dernière slide, c'était une femme Amazon. Et il m'a dit, voilà, c'est une possibilité. Vous serez certainement très belle comme ça aussi. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Donc tu vois, c'est fou en fait. Alors moi, j'allais aussi pour poser des questions par rapport à la reconstruction, mais... Ton amie, elle allait spécialement pour se faire reconstruire. Et moi, j'ai trouvé que c'était une ouverture d'esprit aussi de la part du chirurgien, d'un type qui fait plein d'esthétique et tout ça, de dire que c'est aussi une possibilité de rester Amazon. Donc, c'est complexe, hein, tout ça. C'est complexe. Ouais. Le plus important, c'est le choix de la patiente. C'est le choix de chacun. Enfin, chaque femme doit pouvoir choisir ce qu'elle veut. Mais tu trouves ça chouette aussi qu'un chirurgien puisse évoquer la possibilité... Enfin, montre une certaine ouverture aussi, qu'il n'est pas là non plus que pour mettre des prothèses. Quoi. Oui, à partir du moment où la patiente... explique le fait qu'elle veut un beau fini parce que être Amazon, c'est son choix. Alors là, je trouve ça incroyable si elle est en réelle harmonie avec son chirurgien. Par contre, si elle vient exprimer le fait qu'elle veut se faire reconstruire, comment est-ce que le chirurgien en face de lui, lui ne peut lui refuser ? C'est pas, pour moi, c'est pas possible. Mais alors, quelle est la fin de l'histoire avec toi par rapport à ta reconstruction ? Eh ben, en fait, je me suis dit, on va pas refaire une opération pour ça. Ok. On va assumer le fait que je sois semi à plat, entre guillemets. Ah oui, donc il n'y a plus de... Tu vois, moi, je n'avais pas suivi ça, en fait. Il y a plus... Mais c'est quand même... Il y a un fini... Il y a un fini plat à gauche et un fini un peu plus bombé à droite. Mais qui, aujourd'hui... Oui, ça... Voilà, aujourd'hui... Ça, c'est c'est la cerise sur le gâteau. Et là, ma victoire, elle arrive là grâce à Sœurs d'encre, à l'association Sœurs d'encre, qui permet à des femmes qui ont subi une mastectomie ou une tuméroctomie d'embellir, de sublimer la cicatrice par le biais d'un tatouage. Et donc aujourd'hui, moi, j'ai pu en bénéficier en octobre 2022, là, très récemment. Il est cicatrisé. Et aujourd'hui, je suis fière. Et je suis tellement heureuse de me regarder dans un miroir. Magnifique. Puisque ce tatouage, qui est assez imposant, hein, il prend vraiment une bonne partie du buste. Oui, c'est ça. Quasi tout le ventre, buste, voilà. Il est 5 heures de tatouage. 5 heures de tatouage un peu dans la douleur. Mais voilà, ma reconstruction pour moi, elle est finie là. Et est-ce que tu as ressenti de la colère quand même par rapport à ce que cette chirurgienne n'a pas fait et que tu avais demandé ? Oui, de la colère, il y en a eu. Et en plus, c'est arrivé à un moment où on est on entame cette période post-cancer qui est très compliquée. Ouais. Donc la colère, il y en a eu. J'ai réussi à l'identifier. Et pour autant, il y avait une telle libération qu'on m'enlève ce 2e sein parce que c'est quelque chose que j'attendais depuis un certain temps. Et j'avais quand même une poitrine assez volumineuse. Donc d'avoir qu'un seul sein, ça crée un déséquilibre et tout. Donc en fait, voilà, je me suis accrochée à ce qu'il y avait de positif dans cette histoire. Pour pas... Mais aujourd'hui, tu te bats justement pour ce droit à être à plat ? Ah oui.
Oui, complètement. Donc, d'ailleurs, je le redis, il y a une pétition à signer par le biais du site de reconstruction à plat de Karine. On se bat surtout, non pas pour imposer cette méthode de reconstruction, mais tout du moins que le vocabulaire et que cette méthode soit reconnue au même titre qu'une autre reconstruction et qu'elle soit proposée aux femmes qui souhaitent rester plates et rester aussi femmes qu'elles ne l'étaient avant. Oui, et je trouve, comme l'histoire que je viens de te raconter avec ce 3e chirurgien, en fait, elle pourrait être proposée au même titre que toutes les autres reconstructions, en fait. C'est ça. Donc, c'est un des choix. Et donc, tu expliques bien, la reconstruction à plat, c'est une reprise. Oui. Donc, c'est vraiment, c'est le cas de le dire. Ouais. C'est une opération chirurgicale pour être bien à plat. C'est ça. La peau est lisse. Oui. La cicatrice est plate. Voilà, il n'y a aucun lambeau, aucune poche, aucun excédent. Excédent de peau qui reste. Et comment, est-ce que tu dois faire encore de la kiné, tout ça, toi, maintenant? Oui, j'ai de la kiné, mais qui n'est pas liée à la reconstruction à plat, qui est liée au curage axillaire. Ok, donc plus le bras, mais est-ce qu'il faut plus mobiliser la cicatrice? Parce que Valérie, là, que j'avais interviewé, pour les adhérences. Pour les adhérences, mais finalement, la même chose que pour une reconstruction. C'est ça. Il n'y a aucun risque volume, supplémentaire. Voilà. C'est une reconstruction comme une autre. Et toi, tu pourrais dire que tu as fini ton travail de reconstruction avec ce magnifique tatouage. Avec le tatouage. Oui, ça a été On mettra une belle photo. Ouais. On mettra peut-être cette photo comme photo de la pochette. Écoute, alors, il y a quand même quelque chose qui m'avait frappée, en fait, quand on a un petit peu préparé le podcast, que tu as dit que tu avais assez fort subi, en fait, tout ça. Mm-hmm. Et c'est ça qui t'a donné envie d'avoir ce diplôme de patiente partenaire. Oui, l'un de ces diplômes, parce que pour le coup, il y en a un deuxième là qui est en train de se finir. Alors, tu peux nous expliquer ce que c'est exactement? Bon, je pense qu'il y en a beaucoup qui le savent, mais comment ça se passe? Et expliquer ce cheminement, en fait. Mm-hmm. C'est le fait que tu aies subi. Est-ce que tu as vraiment eu l'impression d'avoir tellement subi tout? Oui, c'est le mot que j'utilise quand j'en parle sur les 6 premiers mois à partir du moment où le couperet tombe. Je parle vraiment de subi parce que on se retrouve quand même dans un engrenage où je me rends compte que je ne prends plus aucune décision, qu'on me considère un peu comme incapable de prendre ces décisions. Et donc, malgré le fait que les RCP s'appelle réunion de concertation, le patient à aucun moment n'est sollicité et Est-ce que je te coupe là, mais est-ce que le fait qu'on ne t'ait pas déjà écouté pour cette reconstruction à plat, ça fait partie de cette réflexion aussi, en fait? Oui, tout à fait. Oui. C'est un ensemble de choses. Et en plus, je rajoute peut-être ça, mais en plus, ta fille... Voilà, tu dois te séparer. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été un peu imposées. Le fait d'avoir eu ce parcours de maman aidante, d'avoir eu ce parcours d'aidante avec mon papa, fait qu'aujourd'hui, je suis pleinement convaincue qu'un patient peut être acteur de sa santé et qu'il peut être accompagné. Le rôle de patient partenaire, je ne le connaissais pas. Je l'ai découvert, pareil, c'est grâce au magazine Rose. Ah oui, ils en parlaient. Ils en parlaient il y a 2 ans. Il y a 2 articles qui m'ont marqué. Le premier, c'est un sur les périples post-cancer. Et donc, c'est grâce à ça que je fais mon raid au Maroc avec l'association Lyon de Tatooine. Et puis, il y a un article sur l'Institut du Sein de Montpellier où il y a une patiente partenaire qui explique son quotidien. Et là, je me dis, mais en fait... c'est ce que je suis déjà en train de faire avec mon père et avec ma fille, sauf qu'effectivement, ces compétences ne sont pas reconnues. Et je me dis, compte tenu de l'expérience maintenant personnelle que j'ai au travers de mon propre parcours, comment ne pas accompagner les femmes qui vont être diagnostiquées à ne pas subir ce que j'ai pu avoir moi? Et alors là, c'est pareil, je tire le fil, je cherche, et je trouve des formations de patientes partenaires. Et donc, je m'inscris à un premier diplôme. C'est l'université de la Sorbonne, ça? L'université de la Sorbonne avec Catherine Tourette, où je suis diplômée depuis mai sur un diplôme de patiente partenaire et référente en rétablissement en cancérologie. Et puis en parallèle, je passe aussi là un 2e diplôme universitaire auprès de l'Union francophone des patients partenaires sur la démocratie en santé et les médicaments. Je me suis inscrite sur celui-ci parce qu'il y a des modules maladies rares qui étaient très intéressants pour moi par rapport à ma fille. Donc voilà, aujourd'hui, je suis en réorientation professionnelle parce qu'il était évident pour moi que je n'allais pas reprendre le cours de ma vie comme il l'était avant.
et que je voulais exclusivement me consacrer à ça, même si j'ai d'autres projets. Et donc voilà, aujourd'hui, je suis patiente partenaire, j'accompagne des femmes. Pour l'instant, je reste sur le domaine de la cancérologie puisque c'est ce que je connais. Mais patient partenaire, en fait, ça peut être multipathologie pour toutes les maladies chroniques. Mais en fait, j'aime bien le nom de patiente experte aussi, en fait, parce qu'en fait, on est experte de sa propre maladie, mais experte aussi de toute l'expérience. Je te pose une petite question. Vous apprenez beaucoup tout ce qui est écoute active, pas de transfert et tout ça, c'est connaître ses limites. C'est une nouvelle profession, en fait. Oui, Je me demande bien quand elle a... C'est assez récent, hein? Elle a 4 ans. Ça a 4 ans à peu près. Ouais, c'est génial. C'était très déjà connu aux États-Unis. Ça, je savais pas, tiens. Ouais, ça vient de là, États-Unis et Canada, parce qu'il y a le modèle de Montréal qui est un peu plus vieux. Oui, ça je savais au Canada, oui. Ouais, effectivement, le cursus pour moi, il est primordial parce que on peut pas s'autoproclamer patient partenaire ni patient expert, même si on a l'expérience de sa maladie. Mais en fait, dans ces formations, on apprend évidemment l'écoute active, comme tu le disais, tout ce qui est lié à la psychologie positive. On nous apprend par exemple à rester dans le présent, à ne pas partir dans le passé parce qu'on n'est pas psychologue. Donc on n'est pas là pour analyser ce qui s'est passé dans le passé, mais on est vraiment là pour réfléchir à ce qui se passe dans le présent et comment on peut essayer de se projeter mieux dans son parcours de soins. C'était important aussi pour moi de faire ça parce que j'avais besoin de savoir si j'avais le recul nécessaire et si, comme tu le disais, j'allais pas me projeter dans le parcours des autres. Oui. Et j'ai su très vite que c'était bon pour moi, que je m'engouffrais dans la bonne... Mais tu le faisais déjà depuis des années, quoi, en fait. Est-ce que tu peux nous raconter peut-être quelques expériences, ce que tu fais, en fait, pour ces patientes, en fait? Oui. Alors déjà, je les accompagne pendant leur rendez-vous avec les oncologues et choses comme ça. Ah, t'es là pendant le rendez-vous? Oui, on fait des rendez-vous à 3. Ah, c'est génial. Et puis dans des associations aussi, une association de soins de support du type Étincelle à Paris. Donc je suis là. Les patientes, quand elles me voient, en fait, elles sont plutôt du coup focalisées sur moi par moment plutôt que sur l'oncologue parce qu'en fait, le type de questions est complètement différent. C'est des questions vraiment pratico-pratiques que l'oncologue... Mais toi, tu parles pas pendant le rendez-vous, en fait. Ça dépend. En fait, il faut se mettre d'accord avec l'oncologue. Mais la patiente, elle sent qu'elle a une partenaire, c'est le cas de le dire. C'est ça, c'est ça. Okay. Quand on annonce un protocole de chimio, et la patiente, elle pense à perte de cheveux immédiatement. L'oncologue a quand même tendance à balayer ça d'un revers de la main parce que pour lui, c'est un effet secondaire comme un autre. Le fait de pouvoir en parler avec moi, de me voir aussi aujourd'hui, de voir que j'ai traversé ça, mais que ça va, c'est quelque chose d'hyper important pour elles dans leur façon de se projeter dans leur parcours. Oui, et c'est intéressant ce que tu dis par rapport à... Il y a parfois une incompréhension, en fait, même pour l'entourage, en fait, se dire, bon, ben voilà, l'annonce de la chimio, c'est plus important et tout ça, mais finalement, la patiente est focalisée sur la perte de cheveux à ce moment-là, quoi. Et donc après, elle n'écoute plus rien. Elle n'écoute plus rien. Et chaque fois focalisée sur toutes des petites conséquences, en fait, qui paraissent pas grand-chose pour le chirurgien, parce que comme tu dis, c'est un effet secondaire comme un autre. Et du coup, après la consultation, tu peux parler avec elle, alors ? Oui, après, on peut se revoir, elles ont mes coordonnées, on s'appelle, etc. J'ai une autre amie patiente partenaire qui, par exemple, dans son agenda, elle marque tous les petits rendez-vous importants de ses patientes. Le TEP scan et tout comme ça, elle envoie le petit SMS qui va bien pour souhaiter bonne chance. Et ça, c'est des petites attentions qui sont géniales. Et est-ce que vous avez le droit de faire tout ça? On vous parle d'une certaine distance Ouais, mais la même que, par exemple, une infirmière d'annonce, la même qu'une infirmière en pratique avancée, en fait. Mais... De toute façon, elles ont nos coordonnées personnelles ou professionnelles si on a 2 téléphones, mais elles ont nos coordonnées pour nous contacter si elles ont des questions à aborder. Et il peut y avoir je pose vraiment des questions parce que je suis très, très curieuse de ce nouveau métier et je le trouve absolument formidable. Mais est-ce que tu crois que parfois il pourrait y avoir éventuellement des abus de la part de la patiente parce que qui est un transfert de sa part en fait. Ouais. Mais... Alors ça en fait il faut réussir à poser les limites, mais comme pour n'importe quelle profession, je pense à un psychologue par exemple qui peut vite se laisser aussi déborder parce que la personne est insistante et qu'elle va la solliciter à plusieurs reprises. Là c'est pareil, il faut s'imposer. Mais on nous apprend aussi tout ça dans les parcours de formation. On nous apprend à avoir cette distance nécessaire. Ouais, tout à fait. Et donc, est-ce que... Alors, j'entends que le tatouage, ça faisait partie de ton chemin de reconstruction, mais j'entends aussi que devenir patiente partenaire, patiente experte, ça fait aussi partie de ton chemin de parce reconstruction. Que
je ne pouvais pas me dire que ce qui m'était arrivé était arrivé là juste comme ça. J'ai eu besoin de trouver un sens à ce qui s'était produit, pas une raison pour laquelle c'était arrivé. Non. J'ai pas besoin de ça, oui. Même si beaucoup de mes proches cherchent à trouver une raison à ce qui s'est produit, oui. Mais j'ai pas besoin de ça. Par contre, j'avais besoin de me dire, ok, c'est arrivé, et qu'est-ce que j'en fais ? Oui, mais c'est génial. En fait, c'est tellement c'est la différence entre trouver la raison ou que la maladie soit une occasion de. Voilà, tout à fait. Donner un sens, en fait. Ouais. Enfin, pas donner un sens à ce qui est arrivé, mais donner un sens après à l'expérience. À sa vie, quoi. En fait. Oui. Et donc là, tu comptes faire ça à plein temps ? Alors, pas à plein temps, parce que, comme tu as pu le voir, je déborde d'énergie. Et donc, des projets, j'en ai plein. Et j'ai tellement de choses, mais en tout cas, c'est une composante importante de l'organisation de mes journées, oui. Alors, est-ce que tu peux nous parler de tous tes projets ? Parce qu'il n'y a pas que ça. Donc, alors, sur les projets qui sont en cours, il y en a un qui me tient particulièrement à cœur, c'est celui des box. Oui, tu peux nous expliquer ? Du Combat des Roses, donc qui est cofondé avec ma meilleure amie Nassilata, qui sont donc des box cosmétiques et bien-être à destination des femmes qui sont en cours de traitement ou qui ont eu un cancer, mais pas que, parce qu'en fait, finalement, toute femme qui souhaite prendre soin d'elle avec des produits qui ne sont pas nocifs pour sa peau, c'est complètement adapté. Ça pourrait être les femmes enceintes aussi, en fait, finalement, tout parce à que fait. c'est des produits sains. Oui. Sans toutes ces saloperies. Ouais, quoi. C'est ça. Et en fait, l'idée, c'est de proposer toute une gamme de box en fonction d'un thème bien précis, pour que ces femmes n'aient pas besoin d'aller chercher à droite, à gauche, pour qu'elles n'aient pas besoin d'aller décrypter les étiquettes qui sont pas le plus facile à lire, pour qu'elles n'aient pas besoin d'aller chercher aussi dans des pharmacies, parce qu'en province, les pharmacies sont quelquefois à 10, 15 bornes de chez elles, et que donc ce soit accessible, et puis surtout à un prix qui soit beaucoup plus intéressant, puisque nous, notre vocation, c'est d'aller négocier au plus dur avec nos partenaires pour pouvoir proposer des tarifs après à toutes ces femmes, parce qu'un cancer, ça coûte cher. Et donc, si on veut leur permettre d'avoir accès à des produits de qualité et de bonne composition, il faut qu'on alors, travaille. Il y a différentes box. Alors, aujourd'hui, il n'y en a qu'une. Ok. Mais alors, tu mets quoi ? Une crème hydratante ? Ouais, alors sur la box découverte, on a fait 2 soins visage, une crème pour les mains, un dentifrice, puisque les gencives sont sensibilisées à cause des traitements, une brosse à dents en fibre de bambou pour aller avec le dentifrice. Et je crois que j'ai oublié quelque chose, un savon pour le corps. Ok. Voilà. Après, on cherche aujourd'hui, je passe un appel, s'il y a des business angels qui nous écoutent. Profite. Voilà, c'est tout ce qui nous manque aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre. Ce qui nous manque, évidemment, c'est des fonds propres pour pouvoir lancer les autres gammes. Alors, tu avais quand même fait une levée de fonds. On avait fait une levée de fonds sur Ulule qui avait été très intense, qui s'était soldée par un 103% de réussite. Donc, on était extrêmement heureux, ce qui nous avait permis de sortir les premières box. Et puis là, on travaille à trouver des points de vente physiques. Et donc, on va prochainement rentrer, par exemple, dans des pharmacies parisiennes, dont la fameuse pharmacie Eiffel Commerce, qui est un lieu de rencontre pour plein de cafeteuses et qui donc proposera nos box physiquement. C'est génial. Donc, ça veut dire que les boîtes seront là, il y a moyen de les acheter. Voilà, c'est ça. Mais sinon, après, il y aura moyen de commander par Internet. Voilà, le site internet lecombatdesroses.com existe. Les femmes peuvent aller dessus, elles nous découvrent avec Nassilata et puis elles découvrent ces box. On peut déjà commander. On peut déjà les commander, okay. Voilà. Et ce qui est important, c'est que ces box, elles ont été aussi pensées parce que régulièrement, en fait, des proches et des amis, quand elles sont face à quelqu'un qu'elles aiment et qui est diagnostiqué par cette maladie, en fait, elles ne savent pas quoi faire, elles sont démunies. Et généralement, ça passe par un petit cadeau. Et en fait, cette box, elle permet aussi d'accorder un petit moment de douceur et de dire, voilà, je suis là, j'essaye de t'aider comme je peux, parce qu'elles n'ont pas les armes nécessaires pour les accompagner. Et la box sert aussi à ça. Oh, c'est génial. Donc là, on peut te trouver, c'est déjà opérationnel, mais tu cherches des fonds pour continuer à développer. Tout à fait. Mais si ça commence déjà par la pharmacie Eiffel Commerce avec notre chère Vanessa, c'est avec trop Vanessa, génial. Oui, tout à fait. Alors, je regarde mes petites notes et je sais qu'on avait parlé d'autres activités ressources parce que, là, on parle de projets, patiente partenaire, patiente experte. Je sais pas, quel mot tu préfères en Patient partenaire. Partenaire, tu préfères parce que ça fait vraiment le partenariat avec le... c'est ça. Ces box extraordinaires, mais il y a d'autres choses encore. Oui, sur les activités ressources, elles m'ont aidée
pendant mon parcours et elles m'aident encore aujourd'hui. Des activités ressources qui sont moins communes que celles qu'on peut proposer dans les soins de support, comme la sophrologie, etc. Moi, j'ai découvert la plongée sous-marine. Ah, encore un podcast où on parle de la fameuse... C'est ça. C'est Aquadémie, hein, oui, Aquadémie Paris Plongée. Ouais. Ça a été une vraie découverte. Et je remercierai jamais assez Jean-Pierre Lotz, le directeur du service d'oncologie de l'hôpital Tenon, qui m'a permis de découvrir cette discipline parce que il y a un vrai apport et psychologique et physique. Et physique, oui. Ouais, tout à fait, parce que le fait de faire déjà un baptême de plongée... Mais alors, dis-moi, t'as commencé... J'ai commencé en octobre l'année dernière. Mais donc, t'avais terminé tous tes traitements. J'avais terminé à la différence d'Abélia qui a commencé pendant ses chimios. Tout à fait. Il n'y a aucune contre-indication. En fait, il suffit de consulter son médecin. On a un certificat assez détaillé par rapport aux problèmes... physique qu'on peut avoir, et du coup voilà, s'il n'y a pas de contre-indication, on peut aller faire pendant la chimio. Tout à fait, bien d'accord. Mais c'est une sacrée ouverture d'esprit, parce que finalement il y a quand même pas mal d'oncologues qui diront non, pas de piscine pendant la chimio. Mais lui, écoute, il est oncologue, donc on lui fait confiance. C'est ça. Mais il a bien compris que ce soin de support, on va dire, est super important. Ah oui, c'est incroyable. Déjà, il y a le fait de se réapproprier son corps, c'est fou, de se mettre en maillot de bain, se mettre en maillot de bain déjà, et de s'exposer déjà aux autres. C'est quand même un point assez capital quand il y a une transformation physique. Et puis après, quand on est dans l'eau... Mais dans un lieu aussi où... Alors là, on est dans une bulle de bienveillance énorme. Mais oui, c'est ça, parce qu'il y a plein de personnes qui ont eu le cancer. Oui. Mais il paraît que vous en parlez pas trop entre vous, Non, c'est pas le sujet de discussion. On est là pour s'amuser, c'est fou, ça, quand Mais même, par contre, si quelqu'un a besoin de l'aborder, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il a des écoutes attentives... tout autour de lui et qui ont traversé les parcours. Oui, et j'imagine que ça se voit parce que toi, t'étais à plat. Donc, si tu vois une autre femme à plat, tu te dis, OK, elle a eu un cancer ou une femme sans cheveux. Ouais. Et donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce baptême ? Le baptême, il a été assez incroyable parce que déjà, il y avait le fait de se réexposer au monde extérieur après les opérations. Et puis, j'arrive, on commence à m'équiper, je me sens très mal à l'aise. Parce que l'équipement est assez lourd, j'avais pas l'habitude et tout, et donc je suis sur le bord de cette piscine et je me dis waouh, dans quoi je me suis embarquée. Et en fait, à partir du moment où on te met dans l'eau, il y a plus aucune sensation physique désagréable. Bien au contraire. On flotte, hein. On flotte. Ouais. On redécouvre des sensations agréables. Ce qui est pas le cas sur les 6 mois qui précèdent, par exemple, moi, mon baptême. Et là, je me dis waouh. Et puis, il y a le côté psychologique où on se retrouve. Moi, ça faisait 6 mois, j'étais dans un tourbillon. Et puis là, je me retrouve à avoir la tête vidée pendant 40 minutes. Je suis focalisée sur ce qu'on me dit, parce qu'il faut quand même que j'apprenne à aller sous l'eau, à respirer sous l'eau avec un détendeur, etc. Parce que c'est pas naturel. Et je me retrouve à être vraiment dans une bulle, à être complètement sortie de tous mes tracas du quotidien et à être focalisée là-dessus. Et d'ailleurs, j'y vais, j'ai une migraine au moment où j'y vais, je ressors de l'eau, j'ai plus de migraine. C'est incroyable. Et c'est le cas de le dire, on est vraiment dans une bulle, complètement. Et puis tous les sons sont enfouis. Et là, donc c'est un baptême, c'est quoi, 40 minutes ? C'est 40 minutes à peu près, ouais. Et donc, tout sensation agréable, mais aussi un moment pour toi, juste pour toi. En fait. Alors, un moment pour moi, mais... Et on s'occupe de toi, en plus, c'est ça. Un moment pour moi, et alors ce qu'il y a de beau, c'est que ce jour-là, il y a eu un désistement, et donc j'ai pu faire plonger mon mari avec moi. Il a fait son baptême avec moi. Oh. Et du coup, on fait nos cours de plongée ensemble, et ça nous fait une activité commune, et ça, c'est incroyable. Oh, mais c'est génial. Parce qu'après, il y a eu ce baptême, et puis il y a eu un voyage. Et puis il y a eu un voyage au mois de septembre où là on a avec des vrais poissons, avec des vrais poissons, une vraie mer. Et ça c'était aussi. Puis du coup j'ai pu le faire avec mon mari. On a fait notre première plongée dans un milieu naturel ensemble. Ça a été assez waouh. Alors non, ça, c'est je vais pas être... Oui. La première plongée a été assez désastreuse pour moi, puisque j'ai eu mal au cœur sur le bateau, etc. Mais dès la deuxième plongée, j'ai commencé à voir des choses que je n'imaginais même pas avec ce monde aquatique qui existe sous nos pieds et en fait auquel on n'a pas du tout connaissance. Non, et t'as pas eu peur ? Non. Aucune appréhension, parce qu'en fait, l'année qui avait précédé, entre octobre 2021 et octobre 2022, on nous apprend
à avoir tous les bons gestes et la technique, justement. Enfin, à part que t'as pas une raie qui est à côté de toi dans ta piscine. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, je veux dire, ou un petit requin. Ou un petit requin. Donc, Bon, ça va. En Espagne, les requins, c'est pas ce qu'on croise le plus souvent. Non, mais quand ça même. va. On croise de jolis petits poissons, des bars, des mérous. Bon, le mérou est plus gros, mais Ouais, non. Moi, je suis quand même un peu impressionnée par tout ça. Mais ouais, mais en fait, toutes les conditions sont réunies parce qu'on est avec un groupe de 30 personnes qui est génial. Ouais. On est avec un... Mais alors, quand tu plonges dans la mer, t'es quand même toujours avec quelqu'un qui t'accompagne. Ah, on est en Ouais, groupe. donc t'es jamais seul. Ah non, jamais. Ah, c'est tout le groupe de 30 personnes qui est sous l'eau? Ah non, on est plusieurs petits groupes. Ouais. Mais on est en groupe pour plonger. On n'a pas, nous, en plus, Mathieu et moi, mon mari, on n'a pas de niveau pour être autonome. Mais en Et plus, de toute façon, il faut plonger à 2. Oui, c'est minimum. ça, c'est interdit de plonger seul. Hein. Tout à fait. Oui, Sébastien expliquait ça Ouais. aussi, mais oui, c'est pas prudent en fait. Non. Donc là, on avait ce qu'on appelle la palanquée, c'est le groupe. On avait le chef de palanquée et on était 3 à 4 personnes. Et donc, on est toujours ensemble. Et c'est pareil, il doit y avoir une distance de sécurité d'1 mètre entre nous. Comme ça, s'il y a le moindre souci, on peut aller aider l'autre. Oui, c'est ça. Donc, en fait, il faut toujours plonger à 2 parce que si l'autre est en détresse respiratoire, Voilà, tu dois pouvoir l'aider. Et ça, t'as appris, par exemple. Ah oui. Ah oui. Je suis, oui, là, je peux courir vers, palmer vers la personne, aller lui mettre mon détendeur. Je sais enlever mon détendeur et ne plus avoir d'appareil pour respirer. Et en fait, de partager, c'est ça, ouais. On nous apprend à enlever notre masque aussi, de plus avoir de masque sous l'eau. On nous apprend toutes ces techniques justement pour ne pas avoir d'appréhension et savoir. En fait, c'est incroyable parce que c'est vraiment toutes des techniques aussi d'être dans le moment présent. Oui. Quoi. Parce que là, la plongée, c'est quand même le moment présent. Hein. Ah, mais et c'est la respiration, c'est la respiration. Oui, c'est une respiration lente et régulière. Et ça change tout. J'adore et quand on est dans les profondeurs et qu'on voit ces bancs de poissons, je me suis retrouvée au milieu d'un banc de bar et qu'on est en train de respirer comme ça. On inspire, on expire. Et là, c'est juste incroyable. Et tu ressors de là, mais t'es... comme si t'avais un peu fumé. Tu sais, tu ressors, t'es détendu. Et tu vas continuer ces voyages? Ah oui. Mais quoi, un par an ou ils en organisent 2 par an. En mai Égypte et en... aussi, hein. Ouais, ils en ont fait un l'année dernière en Égypte, mais c'était trop tôt pour nous par rapport à notre niveau. Et donc là, on a les dates de mai, on n'a pas encore la destination, et donc on attend de savoir où est-ce qu'on va pouvoir partir. C'est parfois en Égypte, parfois en Espagne, enfin c'est chaque fois des... Oui, là, je crois que la Martinique était... était sous-entendu, mais on n'a pas encore eu la confirmation. Alors, cette activité ressource, je crois qu'il y en a une autre aussi. Oui. Tout à l'heure, on parlait de la colère. Et en fait, ce que j'ai pu tester, c'est la box thérapie, qui a été très, très salvateur pour moi parce que ça m'a permis d'évacuer plein de choses et d'arrêter de crier sur mon mari. Oui. Ouais, la box thérapie, c'est vraiment quelque chose que je conseille, que ce soit à des cassisteurs ou à juste une personne qui veut évacuer. Des enfants aussi. Ouais, en fait, tout à fait. Et comment ça se passe? Alors, c'est dans un grand... c'est entre des personnes ou dans un grand ballon? Enfin, je sais pas comment on appelle ça. Non, là, c'était... donc, c'était Kamel, si tu m'écoutes. C'est Kamel, notre coach, qui propose ça à un groupe de femmes. Là, en l'occurrence, c'était des femmes qui avaient été atteintes d'un cancer. On est entre nous et on y va, en fait, crescendo sur la séance. Au début, on est seul face au vide. Et puis après, avec des gants et tout. Avec des gants, ouais. Après, on est face à lui, donc il a ses renforts. Oui. Et donc, on doit s'avancer vers lui. On doit faire les gestes comme un vrai boxeur. Et tu tapes dans les renforts qui sont sur les bras. Tout à fait. Ouais. Donc, au début, on le fait juste comme ça. On fait juste 1 ou 2 enchaînements. Et puis après, il faut mettre une intention. Donc, avec un cri. Wow. Et puis, on finit par des paroles. Et alors là, il se passe des choses assez magiques entre ces femmes qu'on voit comme comment on pourrait dire, un petit oiseau apeuré. On nous voit toutes gentilles comme ça. Et puis alors, à la fin de la séance, au bout d'1 heure, je vais pas dire les mots. Non, mais j'allais te demander, non, qu'est-ce qui sort? Il y a des choses très violentes qui ressortent. Donc, tu mets ton intention et tu mets l'intention et puis tu mets les paroles dessus. Et voilà. Wow. Ça, c'est vachement puissant, j'allais dire, peut-être violent aussi. Oui, très violent. Et ça peut se finir par des pleurs. Mais c'est une autre façon aussi d'évacuer la chose. Et derrière, on se sent vidé, mais tellement bien. Enfin, moi, ça m'a vraiment permis de m'apaiser et de contrôler cette colère qu'au début, je n'arrivais pas à identifier. Et que surtout, je n'arrivais pas à contrôler.
En fait, là, tu l'évacues, clairement, quoi. Ouais, donc, donc, au début, tu tapes dans les protections de ce camel, comment il s'appelle ? Camel. Et puis après, dans un... Comment est-ce qu'on appelle là, alors, on l'a jamais fait avec le... Je sais pas comment ça s'appelle. Le mot, le boudin. Un boudin, je sais pas, oui. Oui. On l'a jamais fait... on l'a fait sur lui. C'était Camel, notre... C'est lui qui se prend tous les coups, en fait. C'était lui qui se prenait tous les coups. Oh, écoute, c'est génial. On a abordé, 59 minutes, 59, tu vois, voilà. Je pense qu'on a abordé tellement de choses. Bon, j'ai toujours la question piège, hein. Comment est-ce que tu aimerais terminer ce podcast ? Aïe, 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 t'as peut-être pas préparé celle-là. On peut laisser une petite pause, mais... Comment je veux terminer ce podcast ? De dire à toutes ces femmes qui vont se retrouver face à un diagnostic qu'elles peuvent participer et être co-auteurs de leur parcours de soins. Que si elles n'y arrivent pas, qu'elles peuvent faire appel à des patients partenaires et qu'elles vivront leur parcours complètement différemment. C'est vraiment ça que je veux réussir à faire changer dans les mentalités. C'est d'ailleurs pour ça que je fais cette formation de patiente partenaire formateur, pour pouvoir aller c'est bien que tu en parles maintenant, vers pendant les des études de médecine, en fait. qui sont dans leur cursus de médecine, pour leur apprendre des choses sur les consultations d'annonces, pour leur apprendre des choses sur les RCP, et vraiment que ces femmes puissent être dans l'action. Oui. Alors, oui, je te pose une question. En fait, je trouve qu'on a quand même fort changé. On est des patients 2.0 aujourd'hui. Je pense qu'il y a encore des personnes qui aiment bien cette vision paternaliste, mais de moins en moins. Moins, tout à fait. En tout cas, dans toutes celles que je peux voir aujourd'hui, que ce soit au travers des associations de soins de support ou que je côtoie dans les hôpitaux ou que je côtoie dans les groupes de parole, par exemple, de moins en moins. Oui, j'ai l'impression que vous avez aussi un rôle extraordinaire aussi si la patiente n'ose pas poser des questions, n'ose pas mettre en doute. Et c'est pas ne pas croire en la parole du médecin, mais pouvoir challenger, pouvoir comprendre. Et toi, tu détectes ça alors. En tout cas, c'est même sans le détecter, de toute façon, les patientes se sentent attirées par le patient partenaire que tu peux être, et donc elles abordent des questions. Ça peut être sur la sexualité, ça peut être qu'elles abordent pas avec le médecin en fait. Ouais. Waouh, c'est. Et donc ça là, je sens que j'ai ma plus-value, et c'est là que je sais que j'ai fait le bon choix et que je suis à ma juste place. Ah, merci Caroline. D'ailleurs, tu parlais de sexualité, tu as participé quand même à pas mal de tables rondes là, dernièrement. Ça va devenir un sujet de prédilection, mais c'est vrai que sur le parcours de soins, sur le sujet de la sexualité, j'ai pas été hyper bien lotie non plus, donc malheureusement, j'ai quand même beaucoup d'effets secondaires sur ce truc-là et qui m'empêchent hormonothérapie. D'avoir une sexualité épanouie comme je pouvais avoir avant. Malheureusement, je me suis heurtée à des médecins qui n'ont pas pris ce sujet comme primordial dans le parcours. Et du coup, j'ai pu participer en tant que patiente partenaire à des tables rondes sur ce sujet qui est ô combien important. Et où est-ce qu'on peut retrouver tout ça ? Alors, toutes ces tables rondes ont été captées en vidéo, et donc vous pouvez les retrouver sur les sites Instagram et LinkedIn de l'association Skin et du site Happen. Ça s'écrit comment ? Happen comme... H-A-2-P-N, comme le site de rencontre. Ah, moi je connais pas ce site de rencontre. Je connais Tinder et encore pas tellement. Je n'ai pas l'application. Mais... je reprécise que je ne suis pas sur le site Happen, mon mari, si tu m'écoutes. Non, mais parce que y a un des sujets de cette table ronde, c'était la sexualité et le cancer et comment on fait quand on est célibataire. Donc c'est le site Happen qui avait initié cet événement. Et donc des femmes se sont mises sur ce site. Voilà. Et là, vous avez parlé de tout, vous avez levé les tabous. Oui, en plus, on a été magnifiquement secondé par Marion, que tu connais, Marion qui est passée sur le podcast, bien sûr, la délicieuse Marion. Voilà, et puis Sandy Boulanger, sexothérapeute. Donc on a donné plein d'exemples concrets, plein d'astuces, plein de conseils, plein de choses qu'elles peuvent demander auprès de leur oncologue pour essayer de... mieux vivre ça. De mieux vivre ça. Bon, merci Caro, merci. Delphine. Combat des roses, on mettra plein de photos, si tu peux me donner des photos de la boxe. La boxe et la boxe en fait, oui. La boxe, la boîte et la boxe, la plongée, tout ce que, me faire tout un petit dossier sur tout ce dont tu as parlé.
Et merci d'avoir accepté de faire ce podcast Merci par terre dans ton petit coin là, à faire des interruptions dès qu'il y a quelqu'un qui passe dans les couloirs. Et je me réjouis de monter cet épisode et de le poster tout bientôt. Merci Je Delphine. t'embrasse. Merci. Je vous remercie de tout cœur de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez recevoir les notifications des prochains épisodes. Et puis si vous avez apprécié cet épisode, ça me ferait vraiment très plaisir que vous me laissiez une bonne note, comme à l'école, 5 étoiles, et peut-être même un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux. Parce que c'est grâce à vos étoiles, vos commentaires, vos partages que le podcast pourra aider plus de femmes encore, et c'est tout ce que je souhaite. Donner ou redonner espoir, se serrer les coudes toutes ensemble, partager nos joies, nos peines et célébrer toutes les princesses et guerrières de ce monde. Si vous désirez vous aussi partager votre histoire, n'hésitez pas à me contacter via le blog Cancer je gère, cancer-je-gère.blog. Il y a des instructions pour le partage de témoignages. Et puis je vous embrasse tous et toutes très très fort. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Gros bisous!